En direct du salon Inclusive Day, 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face en direct de la Défense Arena, c'est à Nanterre, juste aux portes de Paris. C'est la journée où beaucoup d'entreprises qui interviennent évidemment dans le monde de handicap, d'institutions aussi, sont là. Et puis des personnes qui sont en situation de handicap. Anthony Martin-Smith, je rappelle que vous êtes animateur sur Sud Radio, journaliste, avec l'émission Faut que ça change. C'est la seule émission d'ailleurs en audiovisuel qui existe sur le handicap, que l'on a lancé ensemble avec ce titre évidemment un brin provocateur. Faut que ça change, Anthony. Effectivement, la seule sur une radio nationale généraliste en continu qui traite d'autres sujets que le handicap. Avant, il existait une station consacrée qui a disparu en avril. Et effectivement, notre programme chaque semaine aborde bien le handicap sans détour, avec des vérités qui dérangent parfois. Oui, et pour s'adresser aussi à toute la population, parce que vous avez vu, nous avions Sabine en réaction tout à l'heure à Emmanuel Macron sur la politique en général, et qui elle-même disait évidemment qu'elle était concernée parce qu'elle était en situation de handicap et que c'était difficile d'aménager son poste alors qu'elle était dans la fonction publique depuis 20 ans où elle avait des problèmes. Donc c'est vrai qu'il y a les handicaps les plus sévères et puis tout un tas de handicaps, 12 millions, 18 millions même selon certains chiffres de personnes concernées. Il y a Hugues Defoy qui est avec nous, qui est directeur général de la GFIP. La GFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Christian Pansard, qui est directeur de la mission handicap aussi du groupe Accor. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bon, dans la présentation que j'ai faite là, Hugues Defoy, est-ce que vous êtes d'accord, ça correspond un peu à la situation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, 2,5 millions, 3 millions de personnes qui ont des handicaps un petit peu plus sévères, et puis toutes ces personnes aussi qui, au fil de leur vie, ont connu d'autres handicaps et qui les accompagnent et parfois rend la vie compliquée. Ce qu'il faut dire, c'est que le handicap, ça concerne tout le monde, possiblement, parce que c'est souvent quelque chose qui survient au cours de la vie, puisque nous avons 15% des handicaps qui sont de naissance. Et puis, s'agissant du professionnel, puisque vous l'avez dit, la GFIP, c'est l'emploi des personnes handicapées. On a des situations de handicap qui peuvent intervenir, évidemment, au cours de la carrière. Et plus les carrières s'allongent, évidemment, plus ça peut arriver. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit que c'est un sujet qui, possiblement, concerne tout le monde. Alors, ça concerne tout le monde aussi, parce que même si on n'est pas en situation de handicap, on peut travailler avec un collègue en situation de handicap, avec un manager en situation de handicap. Et sa famille, la famille, bien sûr. Alors, bien sûr, dans la famille, mais dans l'entreprise, ça concerne tout le monde, parce que ça doit concerner aussi les dirigeants, puisque ce sujet, alors nous, on conseille, on accompagne les entreprises. Et la première chose qu'on dit à une entreprise que nous rencontrons pour justement l'accompagner à construire une politique inclusive, c'est que ça doit être porté au plus haut niveau de l'organisation. Donc évidemment, le dirigeant, le COMEX, tout le monde doit se préoccuper du sujet du handicap. Et puis ce qu'on dit aux entreprises, évidemment, parce qu'ici on était à l'Inclusive Day, donc on parle de diversité, on parle d'inclusivité, on dit comme ça aujourd'hui, c'est que tout ça, évidemment, c'est bon pour le business, parce que se tourner vers des personnes en situation de handicap, c'est se tourner vers des talents, et c'est ouvrir les portes des entreprises à ces talents, donc forcément c'est bénéfique pour les entreprises. Est-ce que ces portes s'ouvrent? Alors vous êtes chez Accor, donc Christian Pansard, donc il y a des efforts. On comprend, c'est un grand groupe quand même. Et donc j'imagine que c'est une, comme le disait Hugues Defoy tout à l'heure, une volonté d'une stratégie en fait de s'ouvrir. Mais je voudrais savoir si les portes s'ouvrent quand même facilement ou si c'est un peu complexe. Oui. Les portes s'ouvrent, on s'aperçoit qu'il y a un renforcement aussi des actions depuis les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors c'est tout récent, alors que ça fait 15-20 ans qu'on parle de la loi justement. Mais c'est un renforcement des actions. 1987 la loi. 1987, mais qui avait été renforcée avec Roselyne Bachelot, je crois. Oui. On a mis beaucoup un plan d'action justement sur l'accueil des clients en situation de handicap, et en parallèle, on a parlé beaucoup de handicap, et on s'aperçoit que dès qu'on a des actions, dès qu'on sollicite les hôtels, tout de suite ils lèvent la main pour mettre en place les actions, et c'est eux qui viennent vers nous justement pour dire moi j'ai envie aussi d'embaucher des personnes en situation de handicap, etc. Et c'est vrai que la loi date de nombreuses années, etc. Mais c'est au quotidien qu'on met des actions en place pour compenser la situation que les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus au chômage que d'autres personnes, etc. Alors justement, quels sont les chiffres? Il y a Anthony Martin-Smith. 7,3%, c'est la moyenne nationale pour les personnes dites valides. 12%
chez les personnes en situation de handicap. Et parmi elles, on peut compter le chiffre le plus important, c'est chez la déficience visuelle, le handicap en l'occurrence qui me concerne, 50% selon certains chiffres, voire même 75%, parce qu'il y a ceux qui se déclarent au chômage, mais ceux qui sont aussi totalement en dehors du système de comptabilité de ces chiffres-là. Ouais. Vous me disiez que vous attendiez et que toutes les associations sont déçues après l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, qu'il y allait avoir un petit mot et qu'il n'y a rien eu. Il y avait des annonces possibles, comme le remboursement intégral de certains fauteuils roulants, le fait qu'il y a des améliorations en cours, en tout cas avec la task force que la ministre en charge des personnes handicapées a voulu mettre en place sur la simplification des démarches des maisons départementales des personnes handicapées. Il y avait des sujets qu'il pouvait aborder, il y avait des annonces qu'il pouvait faire, notamment sur le plan autisme aussi, avec 680 millions d'euros qu'il avait engagé sur 5 ans, 1,5 milliard sur tout le handicap et sur l'accessibilité du cadre bâti au transport, etc., qui sont des préalables à l'employabilité des personnes handicapées. Parce que c'est pas tout de trouver un emploi, Hugues Defoy, mais c'est aussi le fait de pouvoir y accéder. Oui, ça c'est vrai, ça fait partie des problématiques, quoi. Alors déjà, trouver un emploi, oui, bien alors y accéder, vous avez évoqué tout à l'heure l'adaptation des situations de travail. La GFIP, elle intervient là-dessus, évidemment, pour prendre en charge les dépenses. On finance, on a une aide spécifique, mais au-delà de ça, on a la capacité de mobiliser un ergonome, par exemple, pour faire une étude de poste et pour voir ce qui correspond aux besoins de la personne. Alors, il faut aussi indiquer que ça n'est pas automatique, dans le sens où il y a des situations où il n'y a pas besoin d'adapter les postes. Ça n'est pas forcément nécessairement des choses très compliquées, parce que de ce qu'on finance à la GFIP en termes d'adaptation de poste, en moyenne, c'est moins de 3 000 euros. Donc, il ne faut pas non plus... se dire, c'est colossal, oh là là, on va être obligé de faire des travaux. Et tout n'est pas une question d'argent. Oui, tout n'est pas une question d'argent. Ça, c'est vrai, non ? Exactement, tout n'est pas une question d'argent, puisqu'on a aussi des adaptations organisationnelles, par exemple, qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. La question, c'est prendre en compte un besoin spécifique et être en capacité d'y apporter une réponse, qu'elle soit technique ou organisationnelle. Et c'est ce que font de plus en plus les entreprises aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des chiffres qui restent très préoccupants, parce que Anthony l'a rappelé. La situation des personnes handicapées par rapport au taux de chômage, c'est plus élevé. On reste plus longtemps au chômage quand on est en situation de handicap. Mais pour autant, le nombre des salariés dans les entreprises et privées et publiques, il augmente. Le nombre de personnes en situation de handicap aussi augmente. Bon, ça veut dire qu'on a peut-être une meilleure capacité aujourd'hui dans la société à appréhender le handicap, parce que les personnes aussi font une démarche pour se faire reconnaître. C'est important, parce que les entreprises, il y en a une à côté de moi et je sais que Christian ne va pas démentir. Parce que c'est vrai que le sujet, c'est aussi, on a parfois des collaborateurs qui ont un besoin spécifique mais qui ne se déclarent pas. Alors pour ça, il faut que l'entreprise évidemment mette en place une vraie politique où le message qui est envoyé, c'est qu'il vaut mieux exprimer un besoin pour être en capacité de le traiter que de ne pas le faire. Et donc ça s'appelle une politique handicap, ça s'appelle démontrer par des actes que, évidemment, ce ne sont pas des mots, mais on met bien en place les actions qui permettent, justement, et comme le disait Anthony, c'est pas forcément une question d'argent, mais qui permettent de répondre à un besoin spécifique. Tout ça, ça ne s'improvise pas, mais ça s'organise. Ça passe aussi, j'imagine, Hugues Defoy, comme Christian Pensard, par de la formation. Bien sûr. La sensibilisation. Pour qu'il y ait une adaptation, quoi. Formation à plusieurs niveaux, parce que... alors, ça passe aussi par le travail qui est fait par le référent handicap. Là aussi, Christian va me démentir, parce que il est référent handicap au sein du groupe Accor. Le référent handicap, c'est la cheville ouvrière, c'est la personne qui met en place toutes les actions. Et parmi ces actions, évidemment, il y a des actions de sensibilisation. Alors, sensibilisation des collaborateurs, parce que par exemple, vous allez accueillir dans un collectif de travail un collaborateur en situation de handicap, eh ben, ça peut poser des questions, et c'est normal qu'on apporte des réponses à ces questions, des questions des collègues, des questions du manager. Donc il faut former, il faut informer, il faut former, il faut sensibiliser. On a encore beaucoup de représentations du handicap qui ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Donc c'est très important. Est-ce que ça veut dire que, entre guillemets, ça fait peur dans les entreprises? Alors peut-être pas dans le groupe Accor, parce que vous l'avez adopté, si je puis dire. En fait, vous avez une stratégie, mais dans certaines entreprises, de dire voilà, je vais accueillir un handicapé, comment faire, etc. Ça effraie un petit peu la direction, ou alors aussi le personnel, quoi. On dit les choses, c'est la vérité en face. Il faut les dire. Oui, absolument. Ça peut faire peur, parce qu'un manager qui recrute, par exemple, va se poser la question: est-ce que si je recrute, ça va être une difficulté supplémentaire
prioritaire pour moi? Est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Est-ce que quand il y a le rush peut-être dans un hôtel, est-ce que ça va permettre, le travail va pas se reporter sur les autres personnes, etc. Toutes ces questions se posent pour un manager et c'est normal. Et c'est là qu'on doit rassurer, qu'on doit valoriser aussi les managers qui recrutent des personnes en situation de handicap, où on doit mettre des dispositifs en place qui permettent de compenser ces situations. Ouais. Moi j'ai une question par rapport à ça, Christian Pansard. Vous parlez de managers qui doivent encadrer, mais combien de personnes en situation de handicap, et Hugues Defoy, je m'adresse aussi à vous, arrivent à atteindre les fonctions de manager et de dirigeant? Parce que on a le sentiment que, en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'intérim est le secteur dans lequel on recrute le plus de personnes en situation de handicap en France. Est-ce qu'on a une progression professionnelle possible? Alors l'intérim, aujourd'hui, c'est à peu près 1,5% des missions d'intérim avec des personnes en situation de handicap. Combien? Donc, 1,5%. Ah ouais, c'est rien. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'intérim. En revanche, il y a un vrai sujet sur les cadres. C'est vrai, nous on a travaillé avec l'APEC il y a pas très longtemps. On identifie à peu près 7% de cadres en situation de handicap, dont 2% qui sont reconnus administrativement. C'est évidemment très en deçà de la réalité. Parce que les cadres, évidemment, ils ont parfois une petite appréhension à déclarer leur situation de handicap parce que justement, on continue. Il y en a qui passent ça sous silence, qui ne veulent pas parce qu'ils disent sinon ça va me bloquer dans l'entreprise. Mais oui, mais parce que justement, on ne fait pas l'association entre handicap et performance. Or, il faut faire l'association entre handicap et performance. Et à partir du moment où on fait cette association, quand on est cadre, on aura moins d'appréhension. Quand je vois la dynamique avec Anthony, évidemment, qui est entrepreneur, polyvalent, si je puis dire, on se dit oui. Peut-être que d'ailleurs ils mettent davantage d'énergie et plus de concentration et d'efforts, Anthony, non? Je sais pas, parce que je me demande si pour reprendre la question que vous posez aujourd'hui, Patrick, a-t-on vraiment envie de recruter des personnes en situation de handicap ou moi je la rallongerai un petit peu. A-t-on envie de les faire évoluer ou de leur donner accès à des fonctions directives? Alors, on a posé la question au niveau du groupe Accor. On a fait un sondage au niveau mondial pour savoir si les personnes se ressentaient en situation de handicap. On n'est pas parti parce que les réglementations sont différentes aussi dans les différents pays. On a posé la question, est-ce que vous vous ressentez en situation de handicap visible ou invisible? Donc 6% des collaborateurs dans le monde se sont déclarés chez vous, en situation de handicap chez Accor et 3% des directrices et directeurs d'hôtel. Donc ça, c'est un chiffre que l'on n'avait pas forcément, donc qui est important. Peut-être qu'ils n'ont pas le besoin aussi de se déclarer en situation de handicap, parce que Hugues Defoy le disait tout à l'heure, quand on a des besoins spécifiques, c'est utile de se déclarer en situation de handicap parce qu'on va pouvoir compenser le handicap, mais autrement, c'est pas forcément utile non plus. Mais il peut y avoir aussi les craintes sur une évolution, sur une perception des autres personnes, etc. Et c'est la communication, la sensibilisation que l'on peut faire qui peut lever toutes ces craintes, etc. et que tout le monde se sente libéré donc d'en parler. En tout cas, aux États-Unis, c'est pas le moment de déclarer son handicap. Oui, avec effectivement les déclarations de Trump, même s'il visait autre chose, probablement. C'est le wokisme au sens plus large, quoi. Non, mais ça peut être important de déclarer sa situation de handicap, y compris quand on est dirigeant. Il y en a quelques-uns qui le font. Et puis après, vous avez tous entendu, ici on est dans une radio, vous avez tous entendu votre collègue Nicolas Demorand aussi déclarer sa situation de handicap. Alors c'est du handicap, c'est la santé mentale, oui, c'est considéré comme du handicap. Évidemment. Oui, bien sûr. C'est la grande cause nationale de 2025. Et c'est important d'en parler parce que plus on en parle, évidemment, plus la société sera encline à évoluer sur ce sujet. Et je pense qu'elle a déjà beaucoup évolué. Christian faisait tout à l'heure référence aux Jeux Olympiques. Alors c'est vrai que les Jeux Paralympiques, ça aide aussi. Alors on a été porté par tout ça. Il y a une vraie question de savoir si effectivement le soufflet ne retomberait-il pas un petit peu. C'est une question. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mettre en lumière le handicap et l'appréhender pour ce qu'il est, c'est évidemment utile, y compris dans le milieu professionnel. Allez, nous poursuivons avec des témoignages dans un instant, justement, de personnes, de jeunes qui cherchent du travail, qui voudraient être insérés, certains qui réussissent, d'autres qui ont plus de difficultés. Et puis si vous voulez témoigner comme Sabine tout à l'heure qui était avec nous, 0826 300 300, 0826 300 300, la vérité en face, et on se dit les choses, et notamment sur cette situation du handicap dans les entreprises et puis dans la vie courante, dans la vie quotidienne également, sur Sud Radio. En direct du salon Inclusive Day, 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger.
Comment être recruté, comment travailler, comment améliorer en fait son poste, comment réussir à accéder également à son travail ou chez soi. Ce sont toutes les questions que l'on se pose, notamment ici à Inclusive Day. C'est à la Défense Arena, aux portes de Paris. C'est organisé par le groupe Les Écoles Parisiens en partenariat avec Sud Radio. Beaucoup d'autres partenaires, on l'a vu avec la GFIP tout à l'heure et on y reviendra. Et puis Anthony Martin-Smith qui est avec nous et qui anime sur Sud Radio. Faut que ça change. Nous sommes aussi, et vous pouvez appeler 0826 300 300 pour réagir comme Sabine tout à l'heure. Nous sommes toujours avec Christian Pansard qui est directeur de la mission handicap dans le groupe Accor et vous êtes venu avec un stagiaire alternant pour l'instant, Célestino. Bonjour Célestino. Bonjour. Vous êtes en situation de handicap, vous êtes en alternance, vous allez nous raconter comment ça se passe en fait pour vous. Et puis avec également Mohamed El Alaoui qui est étudiant en comptabilité, qui est malvoyant et qui cherche en fait un stage. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter vous aussi quel est votre chemin pour essayer de trouver du travail et un stage. Célestino, que faites-vous aujourd'hui dans le groupe Accor? Oui. Bonjour, je suis Célestino. Je suis chargé de projet à la mission handicap Accor. Chargé de projet. Oui. Oui. D'accord. Donc, le matériel sur l'aspect client Oui. et sur l'aspect collaborateur. D'accord, et avec les collaborateurs. Ça correspond à quoi exactement, Christian? Alors, Christian Pansard, déjà, pour parler donc de la rencontre, de la belle rencontre avec Célestino, oui. Dans le cadre des actions pour le handicap, pour développer l'emploi, on est des partenariats avec des associations comme Arpège, comme Tremplin Handicap, qui nous mettent en relation avec, par exemple, les écoles. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va présenter aux jeunes l'entreprise, nos métiers, etc. Et qu'on peut faire des rencontres comme on l'a fait avec Célestino. Et après, c'est tous des parcours que l'on peut faire en utilisant différents dispositifs qui existent pour l'emploi. Et Célestino pourra peut-être en parler. Par exemple, les périodes opérationnelles à l'emploi qui permettent de mettre un premier pas donc, dans l'entreprise. Ouais. C'est les duo day aussi. Donc tous ces dispositifs que l'on utilise et là qui permettent d'accéder par exemple à un contrat en alternance parce que une difficulté pour les personnes en situation de handicap, c'est de pouvoir poursuivre les études également. Bien sûr. Et ça, c'est une difficulté qu'on a rencontrée à Célestino qui nous disait moi je peux pas poursuivre les études. J'ai un ami qui a essayé, c'était trop difficile, il a dû arrêter, le rythme ne correspondait pas. Qu'est-ce qu'il faisait Célestino? Qu'est-ce que vous faisiez, Célestino, comme étude? Moi, j'étais en baccalauréat gestion administrative. Gestion administrative, baccalauréat, d'accord, oui. Et c'était difficile pour vous. Donc vous avez choisi l'alternance, difficile de continuer, vous avez choisi l'alternance. Et sur quel poste est-il précisément, alors, Christian? Et vous allez nous raconter. Alors, c'est un poste qui va lui permettre de poursuivre ses études justement et de faire cette formation à distance. C'est-à-dire qu'il est 3 jours donc dans le travail au sein de la mission handicap, il va faire donc des tâches administratives, la comptabilité aussi de la mission handicap, mais avoir un rôle aussi donc sur le suivi de toute la labellisation tourisme et handicap des hôtels partout en France et donc un rôle aussi au niveau de l'emploi des collaborateurs en situation de handicap, en gérant donc toutes les candidatures que l'on reçoit, en redispatchant ces candidatures au niveau de l'ensemble des hôtels et c'est un travail précieux qu'il peut faire et de qualité. Et donc, quel handicap d'ailleurs, il faut le préciser pour les auditeurs, quel handicap avez-vous, Célestino, aussi? Christian peut compléter. Célestino. Ouais, moi j'ai un handicap moteur. Ouais. Et un handicap moteur qui fait que de difficultés, notamment sur le début de parole, compte tenu des troubles d'élocution. Oui. Plus qu'à certains moments qu'à d'autres, peut-être, ou pas? Est-ce que quand vous êtes en situation un peu de stress, c'est ce que l'on dit parfois, ou pas, Christian Pansard? Alors, non? Il y a donc des situations, il y a 2 choses par rapport à ça. C'est l'accès même aux entretiens de recrutement. C'est-à-dire que du fait de ces difficultés d'élocution, Célestino n'avait même pas accès à l'entretien. On disait c'est pas la peine d'aller à l'entretien, ça va pas se passer. Alors que dans l'entreprise, on voit les progrès que Célestino a pu réaliser. Le travail guérit,
fait faire des progrès aux personnes en situation de handicap. Et ces difficultés d'élocution peuvent passer par une déficience intellectuelle qu'il n'a pas. Il me fait un travail extraordinaire de qualité. Oui, bien sûr. Et voilà, et c'est ça. Ce que l'on dit souvent, c'est qu'on compense, quoi. C'est-à-dire que Anthony me le raconte souvent, et on va en parler avec Mohamed dans un instant. Quand, par exemple, on est malvoyant, on réussit à imaginer, à fixer des situations, à avoir un niveau de concentration sur des tâches qu'on a peut-être qu'on développe, quoi, en fait. Oui, et c'est sa personnalité, c'est sa prise d'initiative, il est force de proposition, il m'étonne, il m'épate, il m'apprend des choses aussi sur le digital, il utilise aussi l'intelligence artificielle. Voilà, donc au départ, il me demandait de vérifier tous ses mails, etc. Maintenant, j'ai plus besoin, donc parce que j'ai dit l'intelligence artificielle, vous, Célestino, vous maîtrisez. Oui. Ouais. En plaisantant un peu, pas encore totalement. Ouais, en plaisantant un peu. Mais bon. Après, pour moi, honnêtement, je vais vous dire, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un moyen que nous devons saisir. Oui. Non, mais ça, c'est vrai. Saisir de cette opportunité de lier de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est vrai. Notamment sur les recouvrements, etc. de personnes en situation de handicap. Oui. Parce que, à mon avis, sauf que tu me dis ce que tu penses, à mon avis, l'intelligence artificielle peut aider les collaborateurs en situation de handicap. C'est vrai. Mohamed qui est avec nous, rebonjour Mohamed, vous êtes étudiant en comptabilité, malvoyant. Que vous recherchez en fait aujourd'hui aussi même chose, un stage. Racontez-nous ce que vous faites. Eh bien moi oui, du coup j'ai 18 ans, je suis en première année de BTS comptabilité et gestion. Et donc oui, déjà tout au long de cette année, j'ai déjà été confronté à plusieurs difficultés scolaires, plus notamment aux adaptations, car je travaille en braille avec des outils numériques adaptés en braille, mais du coup pour les adaptations n'ont pas été forcément très simples pour y accéder tout au long de l'année, mais bon, j'ai réussi à me battre et à tenir, et là maintenant... Quand vous dites les adaptations n'ont pas été en fait peut-être complètement à la hauteur, c'est où, à l'école, dans les entreprises? Non, déjà plus dans l'école, par rapport aux professeurs et établissement. Mais du coup ça va, j'ai quand même réussi à faire avec, et j'ai réussi à tenir tout au long de l'année. Maintenant j'ai réussi à passer l'année maintenant. Mais actuellement du coup le vrai problème, c'est que du coup en effet là c'est mon stage. Il faut que je trouve un stage, et que du coup un stage là pour 6 semaines. Et sauf que du coup ça fait déjà depuis novembre quand même que je le cherche, ce stage, et je suis quand même confronté à beaucoup de difficultés, à beaucoup de... Quelles sont les difficultés? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises déjà elles vous répondent, Mohamed? Justement, déjà c'est ça le problème, c'est que déjà une bonne partie déjà ne me répondent même pas, ni pour me dire non ni pour me dire oui. Et tout celles qui répondent... Alors bon, ça arrive aussi pour pour tout le monde. Bien sûr. Et après aussi une très grande partie aussi me répondent non. Et je n'ai jamais trop compris leur refus. Le refus. Mais en cas, il y en a certains, en tout cas du moins, que j'ai pu voir en face à face ou par téléphone, et que j'ai pu comprendre que déjà le fait de dire non était grandement lié au fait que je leur dise que je suis malvoyant, parce que du coup je sais pas pourquoi en leur disant ça, ça leur cause comme un sorte de frein. Et du coup ils se mettent directement à juger, et alors c'est peut-être parce que ils ne sont pas leurs outils ne sont pas adaptés, et alors que là, on l'a dit avec la GFIP, et on y reviendra dans un instant, il y a la possibilité d'adapter, et parfois c'est pas très cher, quoi, hein. Oui, certes. Après moi, pour mon stage en soi, j'ai déjà mon propre matériel. Du coup, il suffirait juste d'essayer de s'adapter un petit peu pour essayer de communiquer entre mon matériel avec eux. Mais sinon, en soi, moi, j'ai même pas vraiment besoin de grand chose de leur part. Bon, on laissera, vous laisserez votre CV, on transmettra évidemment via Sud Radio. On espère pour vous trouver. Ce que disait Célestino est intéressant. L'intelligence artificielle. Est-ce que vous allez apprendre à la maîtriser, et elle va vous servir demain?
quand on est en situation de handicap? Un petit peu plus ou pas? Mohamed? En tout cas, l'intelligence artificielle, j'avoue que moi je l'utilise quasiment pas. Enfin, c'est juste assez rarement pour certains travaux, mais quasiment pas du tout. Ouais. Donc à moi du moins, quand j'utilise, je me fais plutôt aider par mes frères par exemple, parce que bon, moi je l'ai jamais utilisé encore tout seul. Enfin vraiment, c'est vrai que l'intelligence artificielle, en effet, elle a certains avantages. C'est qu'elle peut on peut lui demander pas mal de choses. Elle peut nous donner pas mal de résultats assez concluants. Donc c'est assez pratique, c'est une méthode assez pratique pour obtenir d'assez bons résultats. Ouais. Et vous aider en fait quand il le faut, comme disait Célestino, Christian Pansard, bien sûr. Oui. Et le recruteur doit se projeter sur après les aménagements des postes qui peuvent être faits. Et c'est ça qu'ils ne font pas. Ils n'ont pas connaissance de tous les aménagements possibles. On a recruté des personnes déficientes visuelles, des personnes non-voyantes qui travaillent à l'accueil d'un hôtel. A priori, c'est pas possible, mais il fait un travail extraordinaire. Mais aussi, il faut adapter le poste à la personne et pas forcément le mettre sur des difficultés qu'il pourrait avoir. Bien sûr. Mais il y a de lecture braille, il y a des plages braille, il y a des zoom texte, donc il y a des lectures vocales d'écran qu'on adapte sur nos logiciels, etc. Donc, et tout ça permet de travailler presque normalement. Merci à tous les deux, Célestino et Mohamed. On va passer vos CV. Nous allons poursuivre dans un instant pour voir justement ce qui est possible avec Anthony Martin-Smith et puis Hugues Defoy, le directeur général de l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, en direct de l'Inclusive Day à la Défense Arena. J'aime pas toujours le mot inclusive, je préférerais un mot à la française, mais bon, c'est ainsi. Allez, nous poursuivons. En direct du salon Inclusive Day, 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Comment faire quand on est malvoyant comme Mohamed que vous avez entendu dans un instant ou beaucoup d'autres qui souffrent de handicap plus sévère ou handicap un peu moins sévère pour rentrer dans les entreprises, pour ensuite évoluer au sein des entreprises. C'est ce qu'on a vu, on a bien vu le défi en fait à l'instant avec ces deux témoignages et vous pouvez d'ailleurs continuer de réagir bien sûr sur la page Facebook, de nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes ici à Paris, la Défense Arena avec Anthony et Martin Smith qui va tout à l'heure enregistrer une émission, qui va animer aussi beaucoup de tables rondes, et puis Hugues Defoy de l'AGFIP. L'AGFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. D'ailleurs, Hugues Defoy, pour les auditeurs qui nous entendent, peut-être pour certains qui sont en situation un peu de handicap, qui n'osent pas l'avouer d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il y en a de peur de freiner un peu leur carrière, d'être mis à l'écart dans une entreprise, ou de petits patrons qui pourraient recruter. Ils peuvent s'adresser directement aussi à vous, à l'AGFIP, pour avoir de l'information? Ils peuvent s'adresser à l'AGFIP évidemment, et puis ils peuvent s'adresser aussi à nos partenaires, France Travail bien entendu, qui travaillent avec les Cap Emploi, qui sont spécialisés sur le handicap. Ils ont monté des teams handicap justement pour être en capacité de bien accompagner les personnes vers l'emploi. Alors l'AGFIP, j'ai dit tout à l'heure, on accompagne des entreprises, mais nous avons aussi des aides financières en direction des entreprises, mais aussi en direction des personnes. Les personnes peuvent contacter l'AGFIP en direct, mais souvent, c'est vrai que ça passe par l'intermédiaire d'un Cap Emploi ou de France Travail ou d'un professionnel. On peut pas s'adresser directement à vous. On peut s'adresser directement à l'AGFIP, mais c'est vrai que c'est souvent... Il y a tout un environnement, évidemment. Exactement. Voilà. Non, mais parce que souvent... Quand on est... Pardon, Anthony? Non, il faut surtout déjà être dans l'emploi quand on s'adresse à l'AGFIP. Oui, on peut avoir un besoin aussi de compensation, même quand on est demandeur d'emploi. Ou entrepreneur, en situation de handicap. Alors ça, c'est important de le rappeler. Parce que c'est un gros point, Hugues. Nous avons une politique d'aide à la création d'activités où effectivement... Voilà, on peut avoir un accompagnement auprès d'un spécialiste, alors non pas du handicap, mais justement pour aider à monter son projet. Et puis l'AGFIP continue de délivrer une aide à la création d'activités qui aujourd'hui représente 3 000 €, qui permet donc de donner un petit coup de pouce pour démarrer son activité. Oui, on rappelle d'ailleurs, Anthony, qu'il y a pour les entreprises, il y a la possibilité d'avoir des aides directement quand on emploie quelqu'un qui est en situation de handicap. Des aides financières, des aides techniques ou des plans d'aménagement, des aides humaines pour venir compenser la situation de handicap d'un salarié en situation lui-même de déficience particulière. Mais également, on le dit, quand on est
entrepreneur, ou en tout cas quand on a envie d'entreprendre, quand on est en situation de handicap, parfois c'est même là la seule solution que vous trouvez, parce que vous trouvez des freins à l'emploi. Et entreprendre, personne peut rien vous dire à part vas-y. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs en situation de handicap. On estime le chiffre entre 80 et 100 000 personnes qui seraient en situation de handicap et qui entreprendraient. La GFIP là aussi peut intervenir. Ouais. Oui, comme je disais, la GFIP intervient. Alors, c'est ce que dit Anthony est très juste. Il y a aussi des personnes pour lesquelles l'entrepreneuriat, c'est une solution. Bien sûr. Parce que on peut avoir exercé un métier et puis avoir un problème pour le faire, mais par contre, on peut ensuite monter une entreprise et puis diriger des personnes. Enfin voilà, il y a tout un tas de situations. Et puis avec le télétravail, avec Internet, ça va dans ce sens également, quoi, non, Anthony? Mais surtout, ce qu'il faut, c'est pas se freiner. Mais j'allais dire, ça vaut pour la création d'entreprise, mais ça vaut pour tout le reste, y compris pour construire son projet professionnel. Nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle aussi le fait de promouvoir certains métiers avec les branches professionnelles, parce que si je vous dis aujourd'hui qu'on peut avoir des super parcours d'accès à l'emploi dans l'aéronautique, spontanément, peut-être vous m'auriez dit c'est pas ce que vous auriez pensé. Et pourtant, évidemment. Et pourtant, il y a un dispositif, par exemple, qui s'appelle Envol, qui permet de construire un parcours dans le secteur de l'aéronautique et d'aller travailler chez Airbus, d'aller travailler chez Collins. Moi, j'aimerais bien être pilote chez Air France. Alors, pourquoi pas? C'est un petit peu plus compliqué. C'est une plaisanterie à demi-mot, parce que quand on est non-voyant, on peut piloter des avions privés, des petits DR400 par exemple, qui sont des petits avions à hélice. Et en réalité, la réglementation aéronautique le permet. Vous pouvez être pilote d'avion en étant en situation de déficience visuelle ou de handicap, mais vous devez systématiquement voler avec ce qu'on appelle un safety pilot, un pilote de sécurité, qui est là pour reprendre la main lorsqu'il y a des manipulations que votre handicap ne vous permet pas de faire. Philippe Croison n'est pas autour de la table, mais il nous dirait que tout est possible. Bien sûr, c'est vrai qu'il a une formidable énergie comme Anthony qui est avec nous. En situation de handicap, par exemple, vous êtes monomanuel, ça veut dire que vous n'avez l'usage que d'un bras, vous pouvez conduire aujourd'hui un camion de transport, vous pouvez conduire un car de ramassage scolaire, et si vous êtes en fauteuil, aujourd'hui, vous pouvez aussi conduire un camion, parce que nous travaillons avec le secteur des transports. On a un très beau partenariat avec l'Aftral. On fait de la formation, on évalue les besoins de compensation, on met les adaptations qui vont bien. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent, parce que il y a aussi de l'innovation, la technologie est là pour nous aider. Et ça aussi, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se freiner dans ce projet professionnel, et il faut envisager vraiment tous les champs des possibles. Voilà, merci. C'était une belle conclusion. Anthony, donc vous restez ici tout au long de la journée. Il y a des entreprises, il y a des conférences, des gens qui viennent chercher, comme Mohamed tout à l'heure, en fait, des stages. Et vous en reparlerez ce soir d'ailleurs dans Les Vraies Voix, sur Sud Radio, et puis dans votre émission. Et l'alternance. L'alternance, c'est un vrai point d'entrée. Dans un instant, c'est Gilles Gansman, Christine Bouillot. On va revenir sur les chiffres dans la partie média, les chiffres hier soir à la télévision. Combien de personnes ont suivi Emmanuel Macron? Curieux de le savoir. Et surtout jusqu'au bout, parce que c'était quand même assez long.